écrivain, journaliste, éditorialiste. Nous accueillons aujourd'hui sur TVL l'auteur à succès des livres de jeunesse, Le Clan des Bords de Soule. Francis Bergeron, bonjour. Bonjour. Bonjour Francis, Martial. votre rêve avec la rédaction de romans de jeunesse était de battre un autre romancier, Vladimir Volkov, et ses 40 livres pour enfants. Eh bien, vous y êtes, Le secret du camp de Boulogne-sur-Mer, et votre 40e enfant, votre 40e épisode du Clan de Bords de Soule. Le pari est tenu, cet ouvrage est donc le dernier de cette longue série. C'est fini. Oui, enfin, peut-être. Peut-être, mais c'est le 40e, puisque j'avais passé de longs moments avec Volkov au Salon du Livre de Brive. On était assis côte à côte, puisque nous étions tous les deux aux éditions du Triomphe, donc à ce stand. Lui, c'était pour signer ses rééditions de la série L'Angelot, Lieutenant X. À l'époque, les gens ne savaient pas que le Lieutenant X, c'était Volkov. Et moi, j'étais à côté de lui. Moi, j'étais peut-être au 20e, 15e Clan des Bords de Soule. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas 40 épisodes, 40 histoires du Clan des Bords de Soule. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et le 40e, effectivement, c'est celui qui vient de sortir aujourd'hui, mais sur une période qui correspond quand même à 40 ans, quoi, grosso modo, ou 35 ans. Bon, le 41e, il existera quand même, a priori. Ça ne dépend pas de moi. Là, pour le coup, c'est l'éditeur. Et les éditions du Triomphe ont intégré un groupe d'éditeurs très important qui s'appelle Média Participation, qui est le numéro 1 de la bande dessinée, etc. Enfin bon, donc c'est une filiale. C'est une filiale du groupe Fleurus, qui lui-même est une filiale de Média Participation. Il y a un système de grands groupes, ce qui fait que les choses étaient plus simples quand j'avais comme interlocuteur Didier Chalufour et son épouse Sophie Chalufour. C'était beaucoup plus familial et plus direct. Bon, depuis le premier tome des aventures de Bords de Soule, Le secret de la statue volée, c'était le premier épisode. Vos jeunes héros s'appellent Nicolas, Gaël, Corentin et Julien, les mêmes 4 cousins qui ont 9 à 12 ans, qui depuis le premier tome du clan auraient dû prendre aujourd'hui 35 ou 40 ans de plus et s'approchent donc de la cinquantaine. Oui. Alors, effectivement, au départ, les modèles que j'ai pris, je les ai pris chez mes propres enfants et les enfants Chalufour, les enfants et puis la fille d'Alain Sanders aussi, qui était un petit peu un modèle pour voir un peu comment fonctionnent des enfants. Moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait, des enfants. Là, j'avais ces exemples. Mais effectivement, ils ont grandi. Mais Dieu soit loué, dans le Clan des Bords de Soule, ils ne grandissent jamais. Donc, c'est un premier principe. Ah, ça c'est bien, oui. Est-ce qu'ils grandissent dans l'époque? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont toujours 40 ans avant 2025? Ou est-ce qu'ils sont de leur époque, 2025? Ils sont de leur époque, oui. Ils sont de leur époque, ils ont des téléphones portables. Là où Corentin, qui est l'intellectuel un peu de la bande, là où Corentin explorait sa bibliothèque et ses Larousse et ces choses comme ça, aujourd'hui, il surfe sur Internet et il trouve les informations qui permettent de contrer les méchants, quoi. C'est vrai que dans le Clan des Bords de Soule, c'est donc composé de 4 membres, je viens de le dire, 3 garçons et une fille, 2 blonds et 2 bruns. Certains traits reviennent systématiquement quand même dans l'ouvrage. Oui. On pourrait dire qu'il y a la curiosité pour Nicolas, le courage pour la jeune Gaëlle, l'espièglerie pour Corentin qui est l'intellectuel, vous l'avez dit, la persévérance pour Julien. Est-ce que c'est ça l'esquisse des portraits que je viens de faire, cette esquisse, est-ce qu'elle vous convient ou est-ce que vous souhaitez la compléter? Alors, enfants, dans chaque aventure, ou presque, il y a toujours un nouveau héros qui correspond au thème de l'aventure ou à la région dans laquelle ça se passe, aux circonstances du drame ou de l'enquête que vont mener les enfants. Mais les 4 héros, je trouve que moi, ça me va bien, quoi. Ça me va bien, tels qu'ils sont, et je me verrais très bien en écrire 40 de plus avec, effectivement, Nicolas, le sportif, le scout, etc., Corentin, l'intellectuel, Julien, un peu le farceur, et Gaëlle, la petite jeune fille très, très soignée, etc., mais en même temps très aventureuse, quoi. Moi, ça me va bien.
Je pense que ça va bien à vos lecteurs aussi, qui sont heureux de retrouver. Oui, j'ai pas eu de lettres de mécontentement, je n'ai pas eu de choses comme ça. Et hier, je dédicaçais, pas hier, avant-hier, je dédicaçais à Chiran-Montreuil le nombre de jeunes gens ou de plus âgés qui viennent et qui en savent plus que moi sur mes propres héros. C'est quelque chose qui m'émeut énormément. Mais je vous disais quand j'étais enfant, moi aussi. Bord de Soule veut dire, dans le sud-ouest de la France, maison seule ou isolée. Pourquoi ce choix pour qualifier le clan de vos jeunes détectives? Parce qu'il me fallait un nom. J'en avais discuté avec l'éditeur et il disait, bon, il faut faire une série. Il faut faire une série comme genre Club des 5. Il faut qu'il ait un nom qu'on puisse réutiliser, qu'on puisse en expliquer l'origine. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de substance derrière ça. Et donc, comme les premiers épisodes se passaient dans le Berry, à la limite du pays d'Oye et du pays d'Oc. Le pays d'Oc commence quelques kilomètres après Argenton-sur-Creuse. Quelques kilomètres, il y a un panneau sur l'autoroute qui annonce ça. Et que le mot borde et ça veut dire maison, effectivement, comme vous l'avez dit, en langue d'oc. J'ai pensé à ce nom-là parce qu'en plus, il y a, dans la région d'Argenton-sur-Creuse, il y a un petit château, qui s'appelle le château Bord de Soule. Et puis, il y avait un général d'Empire qui s'appelait Bord de Soule et qui était originaire de Châteauroux. Juste à côté de Villedieu, je crois. En tout cas, d'une petite ville d'à côté. Et je me suis dit, Bord de Soule, c'est pas mal. On retient le nom. C'est très connoté, c'est très situé. Et donc, voilà, on a pris ce nom-là. Et les héros, le nom de leurs parents, c'est Vaudupère, en tout cas, c'est Bord de Soule. Et ça rappelle, en tout cas pour les gens du coin, ça veut dire quelque chose, quoi. Vous parliez du lieu, ça c'est important. Dans les 40 ouvrages que vous avez publiés au titre du clan de Bord de Soule, il y a dans cette collection, en fait, il n'y a pas véritablement d'unité de lieu. Le premier épisode, vous l'avez dit, se déroulait dans le Berry, mais c'est un lieu que vous affectionnez tout particulièrement. Et puis après, on a avancé. Le 40e, par exemple, se déroule à Boulogne-sur-Mer, c'est sur la côte d'Opale. Vous avez décidé de faire voyager vos détectives. Oui, je crois que la grande originalité et le succès, il faut dire ce qui est, le succès de cette série doit moins à l'extraordinaire qualité de rédaction de l'auteur et son extraordinaire imagination qu'à cette idée de dire les clubs des 5, je suis une génération qui a baigné, qui a appris à lire dans les clubs des 5. Les clubs des 5, c'est quelque chose qu'on adorait, mais on ne savait pas où ça se passait exactement. On ne pouvait pas mettre nos pas de jeunes lecteurs dans les pas des héros. Ça se passait au bord de la mer, mais quelle mer? Où ça? En Bretagne? En Vendée? Quelque part, en fait, c'était dans les Cornouailles britanniques, mais ça, je l'ai su bien après. Et je me suis dit, il y a une frustration pour un jeune lecteur, il y a une petite frustration de ne pas pouvoir s'identifier totalement au héros s'il a la possibilité d'aller dans ces lieux, sur ces bords de mer-là, qui ressemblent à ceux du Club des 5. Et donc, j'ai voulu compenser, en quelque sorte, cette absence. Et j'ai eu ce parti pris de les enraciner sur le plan géographique. Et avec des références, ça donne tout de suite des références historiques, ça donne des références de légendes locales, ça donne ça ressuscite des événements tragiques, ou enfin des inondations, des incendies, des choses comme ça qui ont pu se passer dans ces régions. Donc ça donne du corps à l'aventure, quoi. C'est pas alors évidemment, Enid Blyton avec ses clubs des 5, peut-être qu'elle est partie de l'idée, ou son éditeur, c'était Hachette, c'est toujours Hachette d'ailleurs, je crois, est peut-être partie de l'idée qu'il fallait que ces livres puissent être vendus dans le monde entier, quel que soit le climat, quelle que soit la région, etc. Mais moi, je suis parti de l'approche inverse. D'abord, je ne prétendais pas être un rival d'Enid Blyton, qui est une femme qui a publié des millions d'ouvrages, peut-être des dizaines de millions. Mais je me suis dit, on peut arriver à apporter quelque chose de différent. Et cette chose différente, c'est des aventures très enracinées. Voilà.
Vous avez fait un tour de France, vous êtes d'ailleurs arrêté par la Baule et la forêt d'Escoublac, je vous en remercie. Oui, mais c'est pour vous, parce que vous étiez un petit garçon très sage, et donc j'ai voulu vous faire plaisir. Merci. Je vous vois encore le dédicacé avenue La Jarrie, je voyais, puisqu'on en est à la mémoire. Plus sérieusement, vous faites un Tour de France. Vous avez même vu que le Tour de France cycliste, il a maintenant des relais, il démarre des Grande-Bretagne, d'Italie, de Belgique. Vous n'avez pas pensé quitter notre hexagone, comme diraient les cuistres? Au tout début, on a fait... parce que j'avais commencé avec Alain Sanders, les tout premiers, et Alain Sanders, on a fait un qui se passait... Aux États-Unis? Non. Il en a fait un qui se passait en Algérie, un autre qui se passait en Éthiopie, et je dois dire que c'est parmi ceux qui se sont les moins bien vendus. Parce qu'on a peu de lecteurs en Éthiopie, on en a peut-être encore moins en Algérie, et l'éditeur, évidemment, il faut quand même qu'il retrouve son oui. intérêt. Sans dévoiler l'histoire de ce secret du camp de Boulogne-sur-Mer, le spectacle de reconstitution de la tentative d'invasion de l'Angleterre par Napoléon, auquel participe le clan, menace d'être compromis et perturbé en raison du vol d'un manuscrit. Oui, il y a eu, ça a été une affaire terrible. Oui. Et puis, il y a un perroquet aussi qui joue un rôle important et qui s'appelle Napoléon dans cette histoire. Alors en fait, je ne connaissais pas cette région de la côte d'Opale, je ne connaissais pas du tout. Puis, je n'avais pas une image euphorique. On pense à de la pluie, on pense au Pas-de-Calais, on pense au Nord. En fait, c'est une image qui est un peu fausse parce que la côte d'Opale, c'est assez spectaculaire, en fait. C'est vraiment une belle région. Il fait beau parfois, même souvent, dans la journée. Et on a là un terrain de jeu pour le clan des Bords-de-Soule qui est formidable. Et en fait, c'est un de mes amis qui était lecteur du clan des Bords-de-Soule et qui est passionné par cette aventure et par les livres en général, les livres pour enfants. C'est quelqu'un qui approvisionne toutes les écoles libres de France, ou presque, avec des collections de livres, etc., qui m'a dit viens dans ma région, tu vas voir, il y a des trucs à raconter. Et notamment, il y a l'empreinte de Napoléon Bonaparte, puisqu'il a ordonné la création d'un camp à Boulogne-sur-Mer, un camp énorme qui a duré 2 ans à peu près, 2 ans et demi, dans la perspective effectivement d'envahir l'Angleterre. Et il a réuni 120 000 hommes pendant 2 ans et demi ça ne devait pas être marrant pour tout le monde, mais enfin, en tout cas, à l'époque, c'était quand même un événement incroyable, et avec une flotte aussi qui était destinée à embarquer ces hommes pour cette affaire. Il y a aussi même une étude, des réflexions sur la création d'un tunnel sous la Manche. C'était pas idiot, parce que quelques années plus tard, on a pu envahir l'Angleterre à notre tour, par ce biais-là. Réciproquement. Voilà. Et je me suis aperçu qu'il y a effectivement, d'abord, il y a une richesse dans les événements locaux. Je ne parle même pas de la guerre de 40, etc. Parce qu'on voit les côtes britanniques depuis la France. C'est l'endroit où on est le plus proche de l'Angleterre. Donc c'est intéressant. Et puis il y a le fait que c'est une région avec beaucoup de châteaux, beaucoup de belles maisons, alors, notamment les châteaux construits pendant ces 2 années où ils ont fait le camp. Oui. Et il y a eu plusieurs maréchaux d'Empire qui sont venus là. Il y a eu Parmentier, notamment, le pharmacien, l'homme de la pomme de terre, qui est d'ailleurs la pomme de terre est originaire de cette région-là. Lui-même, Parmentier, est originaire de Montdidier, qui est plus du côté d'Amiens. Mais enfin, on est dans une région... on est dans une région où il y a un passé très intéressant, il y a des monuments très intéressants, et il y a une histoire très étrange et qui n'a jamais été racontée, à ma connaissance, dans la littérature de jeunesse, quoi. Le clan des Bords-de-Soule est ce que l'on appelle un énorme succès de librairie.
Parce que vous ne dites pas des dizaines de millions, Non. mais des centaines de milliers, oui. Oui, peut-être. Oui, peut-être, même certainement. Quelle est la recette du triomphe? Est-ce qu'on est tout simplement... la recette, ce n'est pas un mélange subtil d'aventure, d'histoire et de mystère. Est-ce que c'est ça la recette gagnante ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Aventure, mystère, oui. Localisation. Donc, parce qu'en fait, moi, j'ai démarré cette série de manière très modeste, à quelques milliers d'exemplaires, sur 4 titres, les 4 premiers. Lorsque je suis allé sur l'île de Ré, c'est-à-dire à la construction du pont, c'était pas très loin du Berry, mais moi, je n'avais jamais mis les pieds sur l'île de Ré, et je me suis aperçu qu'on avait là une île qui n'était pas encore médiatisée et, je dirais, à la mode comme elle peut l'être aujourd'hui, mais avec des villages qui ressemblaient à des villages portugais, les maisons toutes blanches, etc. Je me suis dit que ça pourrait faire un décor intéressant pour les clans des bords de Soule. Et j'y suis retourné plusieurs fois, mais surtout, c'est une île où il y a toujours d'ailleurs 10 petites villes ou 10 villages, avec chacun sa librairie. Et les gens, une fois qu'ils sont sur l'île de Ré, ils ne repartent pas parce qu'il faut repayer le pont, parce qu'il faut se taper 40 km sur des petites routes quand on est tout au bout. Et les bouchons du dimanche soir, les bouchons des Rochelais ou des Nantais qui viennent, enfin pas des Nantais, des Rochelais ou des Niortais, je ne sais pas comment on dit, des Niortais qui viennent sur l'île de Ré. Et donc il y a un public captif. Et c'est très familial en plus. L'île de Ré, c'est très familial. Il y a des grandes familles, les Lacoste, la Raymondie, enfin toutes sortes de familles avec plein d'enfants qui sont un peu, je ne dis pas prisonniers de l'île, c'est pas vrai, mais qui sont dans un schéma de captivité bienveillante et volontaire. Et donc j'ai commencé à écrire des livres pour enfants de la série qui se passait sur l'île de Ré. Alors c'est là qu'il y a eu vraiment l'explosion, oui. Avec surtout au début, c'est-à-dire quand j'avais pas de concurrents, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui tout d'un coup s'est engouffré sur l'île de Ré avec le pont. Le pont, c'est mai 1988. Donc tout d'un coup, cette île où il fallait prendre le bateau, faire la queue pendant des heures, etc., s'est retrouvée avec des flots de touristes qui venaient, puis qui pouvaient venir aussi pour des week-ends, etc. Et ben là, ça fait vraiment il n'y avait pas de concurrents, mais après, il y a eu des gens qui ont essayé de faire des romans policiers qui se passaient sur l'île de Ré, d'autres livres pour enfants, des BD qui se passent sur l'île de Ré, etc. Bon, mais moi, j'ai eu la chance d'être le premier, donc j'ai gagné le gros lot, quoi, en quelque sorte. Avec plus de 40 tomes, comment gardez-vous la série innovante et captivante pour les lecteurs? Parce que vous avez une obligation qui est de conserver les mêmes héros au même âge. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'ai lu d'autres séries. J'ai beaucoup lu de livres pour enfants quand j'étais jeune, et notamment une série que j'adorais, c'était Paul Bernard en Bibliothèque Rouge et Or. Il a fait grandir ses héros, et franchement, on perd quelque chose, parce qu'on ne retrouve pas ses repères. Et l'enfant, l'adolescent, enfin... Et l'enfant, il adore avoir Bob Moran, Bill Ballantine, Bob Moran avec son comment on appelle ça, sa mèche rebelle. On me souvient, la mèche rebelle, Bill Ballantine avec sa gouaille, enfin voilà. Et avec le clan des bords, avec les clubs des 5, c'était la même chose. Annie qui est un petit peu Dagobert le chien, Annie qui est un peu prudente, Claude qui est un peu qui est un garçon manqué, Michel, je sais plus. On a besoin on est content de retrouver les personnages tels qu'on les a laissés au tome précédent en quelque sorte. Et quel retour des jeunes lecteurs vous avez par exemple le plus marqué ou surpris au fil des années, ou même au fil de ces décennies? Est-ce que vous avez un souvenir plus marquant l'un que l'autre? D'un jeune lecteur qui serait venu vous voir ou d'un témoignage qui vous a été fait? Ce qui me traumatise, c'est lorsque je fais une séance de dédicace, que je vois une dame d'un certain âge qui vient me voir et qui me dit « Ah, vous savez, monsieur, quand j'étais petite, j'ai découvert vos livres, j'ai adoré. Et mes filles ou mes garçons, je leur ai acheté toute la série. Il m'en manque 3 que je vais vous prendre. Et mes petits-enfants sont très contents. »
J'ai dit oui, ça me fait très plaisir, mais en même temps, je me dis oui, le temps a passé, ça me rajeunit pas, quoi. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin, vous, chère madame, vous êtes restée jeune, mais vous voyez, moi, le travail m'a usé. Voilà, vous n'avez pas le talent de vos héros, malheureusement. Oui, oui. Ça c'est un peu traumatisant. Mais maintenant, je m'y suis fait. Il va falloir. J'ai une autre question, tout aussi personnelle d'ailleurs. Vous êtes un homme de conviction, un homme engagé. Oui. Vous avez été par ailleurs journaliste, quotidien présent, un vrai patriote. Est-ce que vous avez mis de côté vos engagements partisans dans cette série? Je ne peux pas. Ou au contraire? Non, c'est pas au contraire, mais je ne peux pas faire abstraction. Ça se traduit, alors? Ça se traduit par des allusions, parfois. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Déjà, par exemple, la Vendée, le génocide vendéen, on le trouve évoqué dans Le secret du camp de Boulogne-sur-Mer, parce que il y a ce fameux manuscrit qui est volé, qui est envolé plutôt, par le biais d'un perroquet, qui s'appelle Napoléon, donc. Ce manuscrit contient des informations concernant un projet d'extermination des Vendéens par des chambres à gaz, tout simplement. Mais parce que j'ai découvert, en faisant un autre travail, en l'occurrence sur Parmentier, sur le pharmacien Parmentier, j'ai découvert qu'il y avait effectivement, il y a eu un projet d'extermination des Vendéens, organisé par Turreau notamment et d'autres, pour utiliser des gaz et pour assassiner massivement les Vendéens. Moi, pourtant, Dieu sait si j'aime l'histoire des guerres de Vendée, les héros, Charette, La Roche-Jacquelin, etc. J'ignorais, ou je ne l'avais pas lu, ou j'avais oublié, je ne sais pas, mais c'est un épisode que j'ignore, qui m'avait échappé. Et j'ai réintroduit ça dans cette histoire, parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on fasse abstraction, même dans nos livres d'histoire, qu'on fasse abstraction de ce scandale inouï? Que les totalitarismes du XXe siècle se sont nourris de la Révolution française. Mais bien sûr. Et pas de l'œuvre d'Alexis Carrel, contrairement à ce qu'on a pu lire il y a quelques années. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est incroyable. Et alors, quand j'ai découvert ça, j'ai appelé Reynald Séché en disant, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est renseigné? Mais il dit, mais bien sûr, tout ça. Et d'ailleurs, effectivement, il le raconte dans un de ses livres, je ne sais plus si c'est La Vendée vengée, dans un de ses livres, il donne toutes les sources. Donc c'est vrai, je me suis dit, je vais mettre ça parce que j'avais envie que mes jeunes lecteurs puissent avoir une petite réflexion là-dessus. Alors, c'est pas politiquement correct, puisque les gentils, dans les livres d'histoire, c'est les républicains égorgeurs et qui éventrent les femmes pour embrocher les fœtus. C'est quand même ça, l'histoire. L'histoire du Luc en Vendée, etc. Mais moi, j'ai voulu... alors, on peut me le reprocher, je sais pas, mais moi, je pense que je peux pas m'abstenir de ce genre de petites références pédagogiques, je dirais, parce que pour moi, c'est très important. Francis Bergeron, on ne peut pas conclure, il va falloir malheureusement conclure cet entretien sans citer le nom de Philippe Chapelle. Il nous accompagne depuis de nombreuses années pour réaliser les illustrations et les couvertures de la série. Il a contribué pleinement à aussi quand même créer une identité visuelle cohérente. Oui. Ça, c'est le talent de l'éditeur aussi, parce que l'éditeur, moi je ne connaissais pas les dessinateurs. C'est pas moi qui ai choisi les dessinateurs, à l'exception du premier dessinateur, qui était une dessinatrice, qui est Françoise Pichard, qui signait Chard dans Présent. C'était une femme que je connaissais donc par le biais notamment de Présent, une dessinatrice de presse, et je lui ai demandé de m'illustrer les premiers ouvrages. Ensuite, la série a toujours eu des illustrations de type ligne claire, bande dessinée, école d'Hergé, si vous voulez, et ça fait partie de son identité, et ça fait partie de son succès.
C'est sûr que les couvertures du clan des Bords de Soule, les dessins intérieurs, qui ne sont pas toujours d'ailleurs du même dessinateur, sont dans cet esprit-là. Là, il y a une belle continuité. Les dessinateurs arrivent, enfin, ont beaucoup de talent et peuvent assez facilement se reproduire le même dessin, enfin le même type de dessin. Et à la limite, on ne voit pas qu'il y a eu d'autres dessinateurs entre-temps. Oui, ça fait partie du succès de la série, ça j'en suis sûr. Donc Philippe Chapelle et puis d'autres auteurs comme Marie-Marthe Collin par exemple, et puis Chard, et puis Dimberton aussi, qui a illustré certains ouvrages. Au fil des décennies. Oui. C'est très important. Et moi, j'aime beaucoup ces illustrations, j'aime beaucoup ces couvertures. Et souvent, on me le dit d'ailleurs dans les séances de dédicaces. J'ai la chance de rencontrer très souvent mon public, enfin un public qui me connaît, qui connaît ces livres. Et ils sont très attachés à ce type de couverture, oui. Merci beaucoup Francis Bergeron. On vous attend bien évidemment pour la présentation du 41e tome. On compte sur vous. En tout cas, vous pouvez retrouver, chers amis, Le secret du camp de Boulogne-sur-Mer. C'est pour nos jeunes lecteurs. C'est le clan des Bords de Soule. Si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, c'est criminel. Et vous retrouvez cet ouvrage en vente sur le site de TVL. Vous allez dans la boutique de TVL sur le site tvl.fr. Mais maintenant, là aussi, vous connaissez la procédure. Merci à vous. Merci Francis. Merci Martial.